tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens de pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la journée, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la paix fraternelle. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Merci encore d'être présents et présentes en ce 27 mars 2025. Merci de nous faire confiance à travers votre présence. Vous êtes à nouveau sur la plateforme éclaireur Pro-Vérité et nous disons merci à tous les personnes qui nous suivent en ce moment et qui vont participer au festin intellectuel de ce jour. Merci de nous faire confiance. Et donc, il est exactement 9h30 et nous sommes à la 30e minute de là où vous vous trouvez. Et nous allons nous donner 2 heures du temps pour faire l'émission et la finir. Et donc, dès déjà, tous ceux qui voudraient prendre la parole, puisque c'est la voix du militant, nous n'avons absolument rien à dire. Nous vous laissons la parole et les 2 heures commencent dès maintenant pour ceux qui voudraient s'exprimer. Et donc, on n'ira pas au-delà de ces 2 heures du temps, dans le meilleur des cas. Et s'il n'y a personne, on va donc mettre fin au direct rapidement pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Et donc, nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui sont en ce moment présents. Et donc, en ce qui concerne quelques informations rapides, il faut dire aux uns aux autres que nous sommes toujours en train de corser nos demandes de radiation de Tidiam-Tiam de la liste électorale. Nous sommes en train de corser cela toujours. Et donc, toutes les nouvelles demandes sont en train d'être déposées pour que nous puissions en arriver à la radiation de Tidiam-Tiam qui ne mérite pas d'être sur la liste. Donc, chaque jour qui passe, on est en train d'augmenter le nombre de listes de personnes de la classe éclaireur Pro-Vérité pour demander la radiation de Tidiam-Tiam à la CEI locale de Cocody. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait. Et déjà, il faut aussi dire qu'il y a Doumbia Major, que beaucoup connaissent sur ce nom-là, qui affirme que sur l'impartialité de la CEI, c'est la loi qui sera appliquée. Et c'est ce que nous demandons, bien sûr. Tous ceux qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale ne le seront pas. Quoi qu'il en advienne, nous en assumerons la conséquence. Et comme je le disais, on sera très strict avec le temps. Et donc, tous ceux et toutes celles, je vois seulement une seule personne qui s'est présentée. Malheureusement, c'est avec cette personne que nous allons débuter. Et si vraiment nous n'avons pas les personnes qu'il faut, on ne pourra pas imaginer improviser. Et donc, on va laisser le temps de 2 heures du temps à Sundiata pour qu'il puisse s'exprimer. Et si il n'y avait pratiquement plus de temps, on ne permettrait plus aux autres qui viennent vraiment de bousiller tout le temps. Et donc, je vais laisser la parole à Sundiata, le concurrent, pour qu'il puisse s'exprimer. Puisqu'il est le seul intervenant pour l'instant, on va lui laisser la latitude de s'exprimer autant qu'il le souhaite. Et donc, après lui, s'il y a du temps qui reste, on va l'accorder aux autres. S'il n'y a pas du temps qui reste aussi, on ne pourra pas prendre d'autres personnes. Et donc, cela étant dit, on va déjà directement procéder à l'écoute de Sundiata, le concurrent. Bonjour, le concurrent. Allô? Oui, bonjour, le concurrent. Comment allez-vous? Oui, bonjour, cher frère Clara. Ok. Comment allez-vous?
Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va plus mieux. Voilà, donc vous êtes le seul et unique pour l'instant. Donc on va vous laisser tout votre temps pour que vous puissiez vous exprimer. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je prends la parole avec un plaisir partagé. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui sur deux sujets d'actualité. Le premier sujet, il s'agit de l'urbanisation de la population ivoirienne d'ici 2030. Et le deuxième sujet, il s'agit de rendre justice conformément à la violation flagrante des lois ivoiriennes par un petit banquier préhistorique et controversé, ingénieur en faillite bancaire, appelé Tidiane Thiam. Alors, la première information, comme je l'ai dit, ou le premier sujet, il s'agit d'un sujet rendu public sur la plateforme d'information en ligne appelée Agence Ecofin, intitulée « UEMOA, la Côte d'Ivoire comptera la population la plus urbanisée d'ici 2030 ». Et je vous en fais une lecture complète avec un classement à l'appui pour vous permettre de comprendre quelque chose. Donc la lecture commence. Selon le rapport de l'OCDE, la Côte d'Ivoire affichera un taux d'urbanisation de 58% en 2030, avec une croissance annuelle moyenne de sa population urbaine de 3,2% entre 2025 et 2030. D'ici 2030, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus urbanisé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec une population urbaine estimée à plus de 20 millions d'habitants. C'est ce que révèle le rapport dynamique d'urbanisation de l'Afrique 2025 publié par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, la Banque africaine de développement BAD et le CGLU Afrique avec City Alliance. Selon ce document, la Côte d'Ivoire affichera un taux d'urbanisation de 58% en 2030 avec une croissance annuelle moyenne de sa population urbaine de 3,2% entre 2025 et 2030. L'urbanisation en Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide avec un taux d'urbanisation de 39% en 1990 à environ 53% en 2023 selon les données de la Banque mondiale. Cette tendance est principalement alimentée par la migration rurale urbaine et la croissance démographique naturelle. Les grandes villes comme Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké attirent une part importante de la population en raison des opportunités économiques et des infrastructures en développement. Cette expansion pourrait s'accentuer en raison des plans de modernisation élaborés en faveur de plusieurs villes du pays à l'horizon 2030. La problématique de l'urbanisation est une préoccupation urgente et importante pour le gouvernement qui devra mettre en œuvre et maintenir les politiques adéquates qui garantissent une transition urbaine réussie, a déclaré Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement à l'occasion de la tribune dénommée « Les grandes racontes » du Conseil économique, social, environnemental et culturel en avril 2024 et d'ajouter « Il faut assurer un développement équilibré des centres urbains, l'étalement urbain et la pression foncière à travers les schémas directeurs d'urbanisme avec leurs plans d'urbanisation des détails qui rendront eux-mêmes possibles des opérations de lotissement, passage obligé pour la production et la sécurisation foncière. » Pour maîtriser les évolutions dans le secteur, la Côte d'Ivoire dispose de plans d'urbanisme sur plusieurs années ciblant les grandes villes et notamment celle d'Abidjan, la capitale économique. Le gouvernement s'est aussi engagé dans diverses initiatives, notamment la régularisation des lotissements dans de nombreuses villes. De plus, le Code
de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, adopté en 2020 et révisé en 2024, renforce le rôle de l'État dans la gestion et la préservation des espaces urbains. Outre la Côte d'Ivoire, d'autres pays de l'UEMOA connaîtront une urbanisation rapide. Le Sénégal et le Burkina Faso devraient respectivement compter 11 millions et 10 millions de citadins en 2030. À l'inverse, la Guinée-Bissau enregistrera la plus faible population urbaine de la région avec environ 970 000 habitants. Conscient de l'expansion urbaine, l'UEMOA a mis en place des politiques visant à harmoniser l'urbanisation et à encourager un développement durable de ses États membres. Ces initiatives incluent l'amélioration de la planification urbaine, la modernisation des infrastructures et des transports, la préservation de l'environnement ainsi que le soutien à la sécurité énergétique. Elle vise à transformer les villes en moteurs de croissance économique et sociale dans la région. Sur le plan continental, d'ici 2050, l'Afrique verra sa population urbaine doubler, passant de 704 millions à 1,4 milliard d'habitants. Le Nigeria comptera 250 millions de citadins, devenant la quatrième plus grande population urbaine mondiale, tandis que l'Égypte atteindra 147 millions d'habitants. Selon le rapport, cette expansion urbaine pourrait contribuer à dynamiser des secteurs économiques clés comme la construction, le commerce et les services, entre autres. Cependant, elle pourrait exacerber les inégalités sociales et mettre sous tension les infrastructures, notamment en matière de transport et de gestion des déchets. Les enjeux environnementaux, comme la pollution et les inondations, devenant de plus en plus préoccupants dans les grandes villes. Pour maximiser les avantages de l'urbanisation, les experts estiment qu'une gouvernance urbaine efficace, une reconnaissance juridique et financière des gouvernements locaux et un système de gouvernance foncière performant sont essentiels pour gérer l'expansion urbaine en Afrique. Classement des pays de l'UEMOA selon leur population urbaine d'ici 2030. Premier, Côte d'Ivoire, 20,07 millions d'habitants comme population urbaine. Deuxième, Sénégal, 11,99 millions d'habitants comme population urbaine. Troisième, Burkina Faso, 10,09 millions d'habitants comme population urbaine. Quatrième, Mali, 10,07 millions d'habitants comme population urbaine. Cinquième, Bénin, 9,63 millions d'habitants comme population urbaine. Sixième, Niger, 7,14 millions d'habitants comme population urbaine. Septième, Togo, 6,58 millions d'habitants comme population urbaine. Huitième et dernier, Guinée-Bissau, 970 000 habitants comme population urbaine. Alors, ce classement est le classement des pays de l'UEMOA selon leur population urbaine d'ici 2030. C'est-à-dire que ce sont les populations qui vont se retrouver dans les villes. Voilà. Donc, voici les classements. Alors, que nous inspire un tel article de presse? Un tel article de presse vient mettre en lumière le fait que la Côte d'Ivoire connaît depuis 2011 une croissance économique exponentielle, ce qui attire de plus en plus beaucoup de nos concitoyens et des populations qui résident sur place à s'installer dans la grande ville. Ceci est un indicateur qui est assez positif, mais en même temps, il doit emmener à régler beaucoup d'autres problèmes. Les questions de logement, les questions de déplacement liées au transport en zone urbaine, les questions d'accès à l'eau potable et à l'électricité, les questions aussi d'accès à l'éducation et surtout la sécurité qui est un élément très important. Mais un autre facteur très important, c'est la protection de l'environnement. La lutte contre la pollution, l'enlèvement des déchets et ordures ménagères
et l'assainissement du cadre de vie. Donc, voici les éléments sur lesquels il faudra insister dans les années à venir, compte tenu de cette croissance de la population en termes d'urbanisation. Donc, voici ce que nous pouvons dire sur ce premier sujet. Le deuxième sujet, il est relatif à quelqu'un, vous le savez, qui n'a jamais été aux côtés des Ivoiriens en réalité. Il a tout fait à l'étranger. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire a connu des problèmes, il a fui la Côte d'Ivoire. Il a même abandonné la nationalité ivoirienne depuis 1987. Parce qu'il s'est naturalisé français. C'est un naturalisé français. Il a toujours travaillé en Occident. Et d'ailleurs même, il traîne de nombreuses casseroles partout où il est passé. Donc les Occidentaux ne veulent plus de lui. Les gens ne veulent plus lui donner du travail. Du coup, il débarque en Côte d'Ivoire avec une nationalité française et il viole toutes les lois ivoiriennes. Il s'impose à la tête du PDC-RDA et il s'inscrit frauduleusement sur la liste électorale ivoirienne. Et pire, il voulait conserver cette nationalité française en violation flagrante de toutes les lois ivoiriennes pour être candidat à la présidence de la République et chercher, selon lui, à diriger les Ivoiriens, sans toutefois même être en possession de la nationalité ivoirienne. Ceci est suffisamment grave. Au-delà des casseroles très sales que l'individu il traîne, vous aurez compris, c'est des Tidjane Thiam nous parlons, il viole toutes les lois et il en fait à sa tête. Il s'en fout des Ivoiriens. Il a un mépris total pour les Ivoiriens, d'autant plus qu'il insulte les Ivoiriens à travers les systèmes éducatifs, à travers les systèmes de santé, et aussi il compare la Côte d'Ivoire à des pays qui n'en valent pas la peine. Il a un mépris total pour les Ivoiriens. Fort de cela, nous disons que il y a une plainte qui est introduite en justice par une militante PDC-RDA pour le destituer de la tête du PDC-RDA. Mais nous voyons ces temps-ci des péripéties, des micmacs pour un retrait de la plainte de la dame. Nous disons ceci. La justice doit être en mesure de toujours dire le droit et de s'auto-saisir de n'importe quelle situation lorsqu'elle estime qu'il y a une violation très flagrante des lois ivoiriennes. La justice n'a pas forcément besoin de plaintes pour rendre justice ou bien pour faire réparation ou bien pour dire le droit lorsque les lois ivoiriennes sont violées. Donc, fort de cela, même si, parce que je ne sais pas qu'est-ce que Yapo Valéry et le PDC-RDA vont décider après, même s'il advenait que Yapo Valéry venait à retirer sa plainte contre Tidjane Thiam, nous demandons avec insistance à la justice ivoirienne et aux juges en charge de ce dossier en question-là, le dossier de la destitution de Tidjane Thiam à la tête du PDC-RDA pour avoir violé très gravement la loi ivoirienne en s'imposant à la tête du PDC-RDA comme français. Nous disons aux juges en charge de ce dossier-là de s'auto-saisir de la situation du dossier, de dire le droit et de destituer Tidjane Thiam définitivement de la tête du PDC-RDA pour que cela serve d'exemple et de leçon. La justice n'a pas besoin de plaintes forcément pour cela. Même au niveau de la CEI constatant que Tidjane Thiam a violé les lois ivoiriennes parce qu'il était français. Donc c'est inscrit frauduleusement sur la liste électorale. La CEI n'a autre choix que de s'auto-saisir de la situation pour radier définitivement Tidjane Thiam de la liste électorale. Ceci étant, depuis quelques jours, plusieurs Ivoiriens déposent des réclamations auprès de la commission électorale locale compétente pour demander la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale ivoirienne parce qu'il n'en a pas droit, parce que tout simplement il s'est inscrit frauduleusement en violation et en méprisant totalement les lois ivoiriennes. Donc voici ce que je voudrais dire sur le sujet. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci infiniment d'avoir abordé deux sujets essentiels et très importants. Vous avez parlé de l'urbanisation. L'urbanisation, c'est quand on pourrait simplement définir ça comme ça,
c'est quand les grandes villes deviennent encore plus grandes à travers le nombre de populations qui s'installent dans les grandes villes. Et c'est devenu même une norme dans notre monde aujourd'hui. Mais pourquoi les gens vont dans les zones urbanisées? Urbanisées, ça veut dire là où les gens vivent dans les villes. C'est simplement que ce sont ces zones-là qui regroupent les richesses. C'est là-bas qu'on peut trouver facilement les opportunités. Les opportunités, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire aussi tout ce qui peut permettre de mieux vivre. Et donc, tu trouveras très peu de personnes qui vivent dans les villages ou bien dans les zones rurales. Tout le monde veut être dans la ville et cela vient avec un prix à payer. Quand les gens se concentrent dans un endroit, la compétition augmente. C'est vrai qu'il y a des opportunités, mais il faut aussi créer les conditions de vie des populations. Et là, ça implique la gestion des terres. C'est quel type d'habitat nous allons avoir? Est-ce qu'on peut toujours continuer avec nos maisons basses? Jusqu'à combien de temps? Et dans quelles conditions les gens vivent? Est-ce que les gens ont accès à l'électricité? Est-ce que les gens ont accès au transport, aux moyens de transport? Est-ce que les gens ont la capacité de se soigner? Et lorsque toutes ces questions-là sont posées, c'est un défi qu'il faut relever. Et pour relever ces défis, on n'utilise pas le hasard. Ça demande une capacité des dirigeants à anticiper sur les événements. Surtout quand vous voyez aujourd'hui dans les grandes villes, c'est devenu une norme, comme je le disais. Une ville comme Abidjan peut à elle seule avoir 6 millions d'habitants, c'est-à-dire plus d'habitants même que des régions entières plus grandes, 2-3 fois même que la ville d'Abidjan, n'ont pas. Et donc, imaginez-vous dans un si petit espace, comment on peut loger convenablement 6 millions de personnes pour que chacun soit satisfait. Voilà donc la question fondamentale, par exemple au niveau de l'habitat, qui se pose dans une zone urbaine. Et Sunyata vous a fait lecture du document ici. Il vous a montré que Abidjan d'ici 2030, c'est dans 5 ans. Donc, dans la vie d'une nation, c'est comme 5 minutes. Peut-être que nous ne verrons pas en tant qu'humains 2025, mais rien ne prouve que la Côte d'Ivoire ne sera pas là en 2025. Et si les projections qui ont été faites demeurent comme telles, ça veut dire forcément que ces problèmes-là vont se poser à nous. Est-ce que ceux qui sont nos urbanistes ont réfléchi profondément sur la question? Est-ce que nous avons suffisamment de terres dans nos zones urbaines? Est-ce que le manque de terres ne va pas encore rendre plus cher l'accès à la terre et peut-être même les locations de maisons? Voilà autant de questions sur lesquelles il faut anticiper. Et pour moi, la solution, ce serait de faire les constructions en hauteur. C'est-à-dire, là où on pouvait construire peut-être une maison, une villa, on peut peut-être, c'est un exemple que je donne comme ça, on peut décider que puisque le nombre de la population va s'accroître peut-être par 3, et donc nous, on va décider d'accroître dans nos calculs la population peut-être par 10 ou bien par 8. Et donc là où une famille pouvait habiter sur un terrain, on va chercher en partenariat avec des compagnies et des entreprises à demander à tous ceux qui construisent des maisons de faire des sous-bassements qui peuvent au moins soutenir jusqu'à 8 niveaux. Mais cela va impliquer aussi la participation de l'État. Parce que si on veut réellement résoudre le problème, si moi je n'ai pas les moyens pour faire un sous-bassement de 8 étages, je fais comment? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas me donner droit à la construction de ma maison quand c'est moi-même qui ai payé ma terre.
Mais selon moi, ce qu'on peut faire, l'État peut financer les sous-bassements. Et maintenant, en fonction des quartiers et des zones, on impose des types de construction. Et maintenant, lorsque quelqu'un d'autre voudra de la terre, on va dire à la personne, bon, comme c'est 8 étages là, toi, on te vend en haut là. Donc, quand on vend en haut là, on n'a rien perdu. L'État enlève son argent qu'il avait donné dans le sous-bassement là, il enlève ça avec les droits de l'État. Et pour moi-même, c'est l'État même qui gagne plus, Sunyata, je pense. Parce qu'imaginez-vous à chaque moment, si quelqu'un doit venir payer un autre niveau, c'est comme si c'est le droit de sol qui est versé toujours à l'État. Et en plus, puisque ça sera considéré comme des maisons indépendantes, ça veut dire en termes de propriétaire, quand tu finis de construire ta maison, c'est pour toi-même, ou bien si c'est une compagnie, c'est pour elle-même. Donc, au fur et à mesure qu'on construit un niveau, on verse l'argent que l'État a mis dans le sous-bassement, là, on verse à l'État. Et en plus, c'est considéré comme une maison unique. Et donc, on paye les taxes et les impôts comme d'habitude. Et ainsi de suite. Chaque fois que quelqu'un vient et qu'il veut il veut payer de la terre, on va lui dire, il n'y a pas de terre. Mais comme les maisons sont faites maintenant avec un système que chaque maison peut supporter jusqu'à 8 étages, donc il faut aller, c'est en haut là tu payes. Donc quand tu payes l'espace d'en haut là, tu construis ta maison là-bas, tu n'as rien à voir avec le propriétaire du bas et c'est avec l'État. Donc tu payes les frais de sous-bassement avec les impôts et les taxes. Je crois que c'est ce qui va, peut-être dans mon sens, aider à améliorer les conditions de vie des populations. Et donc, ça demande beaucoup de solutions. Ce que nous disons, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est à nos experts du ministère de la Construction, c'est à nos urbanistes, c'est aussi à nos architectes de réfléchir et de faire des propositions. Quel type d'habitat dans nos zones urbaines, dans nos grandes villes, là où il n'y a pas et où il n'y aura pas forcément assez de terres dans l'avenir. Sur la deuxième problématique, vous faites bien d'évoquer la question. Et pour toute personne qui est un bon observateur de la politique en Côte d'Ivoire, vous voyez très bien là où Tidjam Thiam veut conduire les uns les autres. C'est-à-dire que pour lui, en Côte d'Ivoire, tout doit se négocier, tout doit se marchander, ou bien tout doit se passer en dessous du manteau. C'est-à-dire tout doit se faire dans la corruption. De vous à moi, est-ce que Tidjam Thiam n'a pas procédé par la corruption pour être à la tête du PDCI? Ça, tout le monde sait dans quelles conditions lugubres il s'est imposé à la tête du PDCI. Ce qui manque dans le décor, c'est que maintenant, il veut simplement étaler ça sur le plan d'un pays. Sinon, il n'a pas changé ses méthodes. Quand il est venu au PDCI, il a manipulé d'abord les différentes personnes qui sont là. Et tous ceux qui étaient des personnes faibles, à travers la petite corruption, il a pu trouver son chemin et il s'est imposé au PDCI. Et pour nous autres déjà, nous savions que Tidjam Thiam va penser que tous les Ivoiriens sont corruptibles, que tous les Ivoiriens sont faibles d'esprit et que lui pourra se jouer des Ivoiriens. Plus tard, quand on se rend compte que l'individu a une identité qui n'est pas assez claire au regard de nos lois, quand il est contraint à lui-même sortir pour venir laver le mensonge qu'il avait donné à ses partisans, on a toujours l'impression que l'individu fait du tango et qu'il ne dit pas toute la vérité. Et quand on l'invite devant les juridictions, lui qui veut diriger les Ivoiriens, lui sur qui certains membres du PDCI questionnent la légalité de sa présence à la tête du PDCI, subitement on assiste à un ballet des diables où c'est la corruption qui est en train de refaire surface.
La plainte que Mme Yapo Valérie a déposée, les questions qu'elle pose valent vraiment la peine d'être étalées sur la place publique. Est-ce qu'au moment où Tidiane Thiam se faisait introniser en tant que président du PDCI, est-ce que il n'avait pas la nationalité française? La réalité est devant tout le monde, puisque le 7 février 2025, lui-même il vient dire qu'il avait la nationalité française, mais qu'il va renoncer à cette nationalité. Il va laisser tomber cette nationalité. Et donc, à quoi est-ce que cela nous ramène? Ça veut dire que, voilà quelqu'un qui a trompé ses militants, quelqu'un qui n'a pas dit toute la vérité et qui est à un poste où il ne doit pas être. Et les premières personnes qui ont sorti leur tête pour dire « nous n'accepterions pas », comme les Valérie Yapo, on les a soumis à la loi de la répression. Bon, vous êtes suspendus. Mais quand on suspend quelqu'un là, c'est que la personne a commis une faute. Quelle faute Mme Yapo Valérie avait-elle pu commettre? Mais bizarrement, on constate encore avec une rapidité qui surprend tout le monde que la dame a été réintégrée dans tous ses droits et même il a été demandé au porte-parole Traoré Soumaïla Bridoumi de faire rapidement une déclaration. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce qui est derrière ce changement subit? Pourquoi un changement aussi spectaculaire quand on sait que quand quelqu'un pose plainte contre une autre personne, en général, c'est quelque chose, ça laisse toujours un goût de camembert, ça laisse un goût amer. Quelqu'un ne peut pas aller poser plainte contre toi à la justice et puis après dire j'ai retiré ma plainte et puis toi tu vas dire bon laissons le reste à Dieu. En réalité, Tidiane Thiam, ce qui gêne les gens du PDCI, ils veulent retirer d'abord Valérie Yapo, ils veulent lui retirer sa vérité et son combat par la corruption. Il y a des délégations qui sont rentrées en contact avec elle pour négocier avec elle. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que Tidiane Thiam est dans le faux et qu'il reste fidèle au faux et qu'il n'a pas envie de changer ses méthodes. Et ça, c'est déjà important parce que ça doit interpeller plus d'un pour dire quelles sont les intentions réelles de ce monsieur. Tu avances avec un faux masque sur ton identité. Tu avances avec un faux masque dans la gestion de quelque chose que tu n'aurais pas dû. Tu avances avec un faux masque, comme Sundiata l'a dit, en allant saboter le pays que toi-même tu veux diriger. Mais un tel individu, on se demande à quoi est-ce qu'il est en train de jouer. Et là, voici ce qui va se passer. Nous sommes sur la terre des hommes. En général, il n'y aura plus rien de nouveau pour ceux qui savent observer. Comme disait Billy the Kid c'était un bandit dans le Far West américain. Il disait dans son expérience de bandit et de filou, il disait la chose qui l'a impressionné le plus, c'est que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à la nature humaine. Ce que beaucoup de personnes recherchent, c'est comment gagner leur dollar, c'est comment gagner leur croûte, c'est comment gagner leur mangement. Tout le monde est focalisé en train de courir, en train de gagner son argent. Il dit justement, c'est là que lui prospère. Lui, en tant qu'un escroc, lui, Billy the Kid, lui, il a beaucoup observé la nature humaine et il a compris que rares sont les humains qui apprennent à comprendre les autres humains. Et que c'est ce qui lui a permis de développer toutes les stratégies d'escroquerie et de banditisme pour avoir raison des gens. Il dit, il a compris une chose, c'est que beaucoup aiment tellement l'argent
que même ils sont capables d'abandonner leur vérité. Beaucoup aiment tellement l'argent qu'ils peuvent eux-mêmes lutter contre leurs intérêts et après avoir quelques billets et puis regretter. Il dit donc, lui, étant un escroc, un bandit, il s'est toujours focalisé sur l'aspect de comprendre d'abord ses victimes. C'est la même chose que Tidjam Thiam fait. Tidjam Thiam est en train de diviser la société ivoirienne, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Tidjam Thiam est en train d'envoyer un modèle qui est pernicieux, dangereux dans notre société, mais personne ne s'en rend compte. Tidjam Thiam est en train d'utiliser, à travers le PDCI que vous voyez, il est en train d'imposer une dictature froide et il est en train de montrer que ce n'est pas avec les Ivoiriens que lui veut travailler, mais c'est avec les personnes que lui va choisir et qu'il va contrôler qu'il pourra travailler. Or, tous les Ivoiriens ne sont pas du PDCI. Or, tous les Ivoiriens ne sont pas corruptibles. Or, tous les Ivoiriens ne sont pas des partisans qui aiment la méthode de Tidjam Thiam. Et cette méthode qui est foncièrement basée sur la malhonnêteté, qui est foncièrement basée sur le mensonge et qui est foncièrement basée sur le manque même de la morale dans tout son sens. Comment quelqu'un à 62 ans, toi-même tu mens sur ton identité. Tu vas dans un parti, tu refuses de respecter les règles, mais tu t'imposes. Et en fonction des situations, tu adaptes ton langage. Hier, Alassane Ouattara était celui qui a le plus travaillé. Si je venais un jour à servir la Côte d'Ivoire, je ne ferais que poursuivre son travail. Le surlendemain, tout va mal en Côte d'Ivoire. Finalement, on se demande, mais ce monsieur-là, il est où? Et surtout, l'individu n'apporte rien de nouveau. Ça veut dire que le chemin qu'il suit là, ce sont même les anti-valeurs de notre société ivoirienne. Ce sont les mauvaises valeurs de notre société ivoirienne. C'est tout ce qui fait honte dans la société ivoirienne qu'on est en train de faire un effort chaque jour pour éviter. C'est ce que lui ramène dans notre société. Et comme je le disais, pour avoir longtemps observé aussi à ma façon le fonctionnement de la politique ivoirienne, il n'y a que deux options. Deux options. La première est celle-ci. Tidjam Thiam envoie des personnes pour corrompre Madame Yapo Valérie. Et finalement, elle laisse tomber sa vérité et ses intérêts pour suivre Tidjam Thiam. Donc, elle sera intégrée au PDCI. Bien. Et quand tout va finir, si Tidjam Thiam arrive à obtenir ce qu'il veut et que la plainte est retirée et que tout se calme, un bon matin là, Valérie là, elle sera chassée comme une fripouille et là pour de bon. C'est-à-dire que elle est vue en ce moment comme un monstre qui peut leur faire des dégâts. Et donc, il faut essayer d'amadouer le monstre. C'est ce que j'ai expliqué une fois ici, l'effet miroir. Et j'ai parlé d'un guerrier qui devrait tuer un monstre qu'on appelle la méduse. Mais comme il ne pouvait pas affronter le monstre en allant directement vers le monstre, qu'est-ce qu'il a fait? Le bouclier qu'il avait là, il a mis un miroir devant le bouclier. Et quand il soulevait le bouclier pour se protéger, il y avait le miroir qui était devant. Et donc le monstre se voyait lui-même dans le miroir. Puisque le monstre se voyait lui-même dans le miroir, il n'a pas compris que le guerrier avançait vers lui, le monstre. Et donc, la stratégie que le guerrier a utilisée, c'est de faire croire au monstre que c'est sa propre image qu'il voit dans le miroir. Et quand tu te vois toi-même, tu ne vois plus les autres. Et avec cela, le guerrier a avancé. Et c'est comme ça qu'il va réussir à détruire le monstre.
C'est exactement de cette façon-là que Tidjam Thiam avance. Il l'a essayé avec le PDCI, ça marchait. Les seules zones de résistance du PDCI, il va donc se rapprocher d'eux par stratégie, les avoir avec l'argent et la corruption, et après là, il va les mater radicalement. Et cette fois-ci, il ne va pas se contenter de les faire taire ou bien de les faire quitter le PDCI, mais il va les annihiler. Il va les phagocyter pour une bonne fois. Le deuxième cas de figure, Madame Valérie reste ferme sur sa position. Et là, elle fait non seulement acte de dignité, mais au moins elle aura le mérite d'avoir mis à jour un individu qui va avancer dans le faux. Et quelle que soit l'issue, tout le monde se rendra compte. Ce qui gêne actuellement le PDCI de Tidjam Thiam, c'est que ce ne sont pas les militants de l'opposition ou même les Ivoiriens lambda. C'est que ce soit des militants du PDCI qui se sont levés et qui sont allés poser plainte. Et ça là, ça va faire des dégâts énormes. Et Tidjam Thiam sait que si les choses continuent de cette façon-là, il ne pourra pas s'en sortir. Et donc, il est en train de chercher à diluer la détermination de Dame Yapo Valérie. Et si elle résiste, Tidjam Thiam n'aura d'autre choix que d'être démis de la tête du PDCI. Il le sait très bien. Malheureusement, comme nous sommes dans un pays où on ne peut jamais prévoir la nature humaine, surtout dans nos pays sous les tropiques, comme en Côte d'Ivoire, ce que nous pouvons dire à Dame Valérie, elle est une mère, elle a sa dignité. Si ce combat qu'elle mène est un combat de vérité, si ce combat qu'elle mène est un combat dans lequel elle-même elle a foi, il ne faudrait pas que elle abandonne ce combat. Il ne faudrait pas qu'elle se laisse distraire. Parce que derrière tout cela, même si les gens aujourd'hui courent pour aller vers elle, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais au moment où ils avaient le choix là, est-ce qu'ils ne l'ont pas rejeté comme une malpropre? Elle doit bien leur demander qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous puissiez me rejeter. Et quels sont les crimes que j'ai commis pour que vous puissiez m'éradier. Si elle pense à ça, elle va savoir que même si elle se faisait réintégrer, ce n'est que pour un temps, pour satisfaire les objectifs de Tidjam Thiam, et après, elle sera chassée du parti comme un malpropre. Ça, tout le monde le voit. Mais comme je le dis, une fois que l'argent et la corruption rentrent dans quelque chose, rares sont les humains qui peuvent encore garder le sens de l'équilibre mental pour ne pas se laisser distraire. Maintenant, il y a un autre troisième cas de figure, c'est que la justice peut s'auto-saisir de la question. Je prends un exemple. Quelqu'un commet beaucoup de mauvaises choses dans le village. Mais il arrive que tout le monde a peur de lui. Et c'est le même cas dans le PDCI. Et même, il y a beaucoup de militants même du RDR, RHDP qui ont peur de Tidjam Thiam. Je dis bien beaucoup. Sinon, ce monsieur-là, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut faire dans la dentelle. C'est quelqu'un-là. Il faut l'affronter avec la rigueur la plus implacable. Parce que ce monsieur a un fond vaseux. Ce monsieur a un fond visqueux. Ce monsieur a un fond noir. Ce monsieur a un fond crasseux. Ce monsieur traîne tellement de mauvaises actions derrière lui que c'est un individu extrêmement toxique pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas la force de détester un être humain, mais nous détestons les actions qu'incarne Tidjam Thiam. Et lui-même, il sait que c'est la vérité. Puisqu'il n'a jamais, au grand jamais, pu démentir tout ce qui a été dit sur son compte, il sait que ce sont des vérités. Ce qui lui fait mal, pourquoi nous exposons ça et que tout le monde est au courant de ça, c'est ce qui le gêne. Mais il ne s'est jamais dit, voilà ce que les gens ont critiqué sur moi et voilà les efforts que j'ai fait pour changer. Il n'est pas dans cette disposition. Et donc, voilà un bandit dans le village.
il commet toute forme de crime. Mais comme les villageois ont peur de lui, chacun se dit, si je fais quelque chose là, si ça se passe mal là, je serai seul en face de lui. Après là, il va régler mon compte. Et c'est justement là qu'intervient la justice. Parce que la justice, c'est elle qui doit être capable de créer l'équilibre en société. C'est elle qui doit être capable de dire aux malfaiteurs, c'est vrai que tout le monde a peur de toi, mais les instruments de la société ne peuvent pas avoir peur de toi. Ce que tu as fait est mauvais. Et nous-mêmes, on va te juger, même si les villageois ne sont pas capables de le faire. C'est aussi à la justice de trouver le courage de mettre les réalités en face. Oui, Dame Valérie avait posé plainte, elle a désisté, mais est-ce que pour autant cela veut dire que le mal n'est pas une réalité? Est-ce pour autant que ce qu'elle a dit n'est pas une vérité? Est-ce pour autant que nous-mêmes, en tant que système judiciaire, nous ne pouvons pas nous auto-saisir pour lire le droit? Et si cela est possible, et cela doit être possible, et cela devrait être possible, la justice doit s'auto-saisir pour distinguer le vrai de l'ivraie, pour distinguer le mensonge de la vérité dans cette histoire, pour qu'on réconcilie Tidiane Thiam avec les lois ivoiriennes, pour lui dire, tu veux diriger la Côte d'Ivoire, il faut d'abord savoir qu'il y a des lois et il faut être capable de les respecter. Surtout que tout ce qui est fait, ce n'est pas sur la base du mensonge, ce n'est pas sur la base de la manipulation, c'est l'ensemble même des méfaits qu'un individu a pu commettre dans sa vie que nous prenons pour lui présenter, pour lui dire, est-ce que toi-même tu accepteras de te confronter à ces réalités-là pour donner des arguments pour convaincre les gens? Voilà le fond de la question. Je reviens à l'Église catholique pour leur dire, on a vu une de leurs déclarations demandant à ce que Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Soro Guillaume, et c'est devenu même le champ même de toute l'opposition, qu'ils veulent des élections inclusives. Là où on parle de partis politiques, le PPAC est un parti politique, le PDC en est un, tous les autres sont. Est-ce que le PPAC est dissous? Est-ce que le parti de Blé Goudé est dissous? Ce ne sont pas leurs partis qui sont empêchés d'aller aux élections. On dit dans leur parti là, leurs leaders ont commis des crimes. Est-ce que ces crimes-là, ce sont des choses avérées ou bien ce sont des choses imaginaires? C'est là que nous attendons l'Église catholique et les opposants qui sont subitement tombés amoureux des malfaiteurs. On dit que Blé Goudé a commis des crimes et ces crimes ont eu pour conséquence de lui retirer ses droits civils et politiques, notamment la capacité de voter ou d'être candidat. Même chose pour Laurent Gbagbo qui a fait du braquage. Bon. Ce que Laurent Gbagbo a fait là, c'est la même chose que Yakou le Chinois avait fait. Banditisme, vol et braquage. Et puis Yakou le Chinois était en prison. Mais dans le cas de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, parce que eux, pour cacher leurs crimes, ils ont trouvé intéressant d'utiliser la politique comme une barrière. Et donc, puisque eux, ils ont utilisé le manteau de la politique, là où eux, ils ont commis le mal, quand ils sont incapables de répondre vis-à-vis de la loi, ils font appel à l'Église catholique mercenaire de Côte d'Ivoire. Je dis bien l'Église catholique mercenaire de Côte d'Ivoire. Je ne m'attaque pas aux catholiques, les fidèles, c'est aux dirigeants de l'Église catholique que je m'attaque depuis quelques jours. Et donc, ces dirigeants-là, en réalité, sont des démons. Ces dirigeants-là, en réalité, sont des satans. En réalité, ces dirigeants sont les symboles même du diable. Puisque nous vivons dans une société, eux-mêmes, ils ne respectent pas les lois de cette société et ils nous demandent, tous ceux qui sont des criminels comme Laurent Gbagbo, comme Yakou le Chinois, on n'a qu'à laisser ces personnes-là
elles vont venir et on va les mettre au même niveau que ceux qui n'ont pas commis des crimes. Est-ce que Jésus-Christ lui-même aurait accepté leur position? Mais ce qui est encore plus intéressant, en 2025, l'Église catholique mercenaire de la Côte d'Ivoire nous demande de mettre le nom de tous les bandits. Or, tout le monde en Côte d'Ivoire sait les crimes qu'ils ont commis. Là où nous les attendons, est-ce que les crimes-là, ils n'ont pas commis? S'ils n'ont pas commis ces crimes-là, que l'Église catholique nous apporte les preuves. Ça fait un. Mais allons un peu encore dans l'histoire. En 2000, je vous ai dit ici qu'en octobre 2000, la candidature du docteur président à la présidentielle d'octobre 2000 a été rejetée. Qu'est-ce que le chef de l'Église catholique, Agré, disait? Il a fait une délégation, il allait rencontrer le président Ouattara. Il dit pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, là. Le fait que la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée, là, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut que Alassane Ouattara accepte le rejet de sa candidature. Est-ce que cette même Église catholique ne peut pas aujourd'hui dire, pour qu'il y ait la paix, comme Gbagbo aussi a dirigé, il n'a qu'à laisser, au nom de la paix, il n'a qu'à laisser sa candidature comme ça? C'est une question que nous posons à l'Église catholique mercenaire de la Côte d'Ivoire. Non, parce que Alassane Ouattara était musulman, et dans votre tête, un musulman ne doit pas faire partie de la politique en Côte d'Ivoire. Moi, j'explique les choses simplement et clairement. En réalité, voilà ce que ces gens-là pensent et voilà ce que beaucoup pensent en Côte d'Ivoire. La politique, ça doit être le mangement d'un groupe de personnes. Et d'abord, dans le grand schéma, les gens du Nord ne doivent pas rentrer dans la politique. Et puisque les gens du Nord ne doivent pas rentrer dans la politique, ce sont les Boussoumani qui doivent occuper l'espace politique en Côte d'Ivoire. Je dis ce que beaucoup de personnes pensent. Ce sont les Boussoumani qui doivent faire la politique. Les gens du Nord, là, les Djoula, là, quand je dis Djoula, là, tu es Senufo, tu es Koulango, tu es Abron, tu es Odinekao, tu es Maokao, tu es Koyakao, tu es Lobio, tu es ce que tu veux là, c'est de vous tous là je parle. Normalement, vous devrez être les manœuvres. Eux les Boussoumani doivent avoir le pouvoir politique. Vous travaillez et puis maintenant, eux ils prennent maintenant les avantages. Là, quand c'est comme ça, le pays va bien. Maintenant, en plus de cela, que ce sont les Boussoumani qui doivent commander, il faut que ce soit l'Église catholique qui soit la religion qui va contrôler les hommes politiques. Là, comme ça, l'Église catholique va avoir toutes les faveurs économiques. Regardez, allez voir les terrains où sont construites les églises catholiques. C'est des îlots et des îlots. L'église catholique que vous voyez là, c'est un système de renseignement parallèle du Vatican. Si vous voulez qu'on gâte vos noms, qu'on dise vos noms là, on va tout dire. Les chefs de l'église catholique que vous voyez là, ce sont des agents de renseignement du Vatican. Ce sont des espions. Et je vais vous donner la vérité. Comme vous voulez qu'on parle de vous là, on va tout mettre dehors. Vous voyez, chez l'église catholique là, le dimanche là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on fait la confession. La confession, c'est quoi? Ah non, et le prêtre, tu sais, moi j'ai à me confesser. Hein. Ça, ils ont blagué les gens, travaillé sur l'esprit des gens. Le prêtre catholique est au courant de tout. Ah non, le prêtre, tu vois, non. La femme de mon petit frère, là, moi j'ai couché avec elle. Hein. C'est un exemple, je prends quoi. Ah non, le Seigneur t'a pardonné. Mais tu ne sais pas que tu es venu te livrer à lui comme ça. Tu ne sais pas que tu es venu te livrer à lui. Parce que derrière toi, il va passer là. Il va dire à quelqu'un, voilà ce qui se passe. Et ils vont faire du chantage. Et même au niveau des États, l'Église catholique donne des informations au Vatican. Et cela permet au Vatican de faire de la pression sur des États ou bien de vendre ces informations à d'autres États. Est-ce que vous, on ne vous connaît pas? Les femmes que vous appelez les sœurs là, montrez-moi une seule partie de la Bible où Dieu vous a dit de ne pas vous marier.
Montrez-moi une seule partie de la Bible où Dieu vous a dit de ne pas vous marier. Mais moi, je peux vous montrer dans la Bible où Dieu dit que pour être un évêque, il faut être marié. Où Dieu dit, pour dire que tu es le représentant de l'Église et que tu es un évêque, il faut que tu sois marié et que tu aies femme et enfant. Moi, je l'ai déjà prouvé ici. Je peux ressortir ces versets-là. Ce n'est pas un fait nouveau. Donc, les femmes que vous voyez là, allez au Vatican. Ils couchent avec les femmes là. Ils les enceintent. Et puis, ils sont des champions dans l'avortement. Je parle des dirigeants de l'Église catholique, des champions dans l'avortement. Quand ce ne sont pas les petits garçons qu'ils prennent pour faire ce que vous savez, ce sont des petites filles. Mais quand ils échouent, toutes les femmes que vous voyez là, ce sont leurs prostituées. Ils les mettent dans des petits habits. Non, la mère, c'est comme ça. Alors que c'est pour Cléa, elles sont en train de faire. Montrez-moi dans la Bible où Jésus vous a dit ne vous mariez pas. Et donc quand tu mens sur Jésus-Christ, quand tu mens sur ce que Dieu n'a pas invoqué, tu vas pratiquer l'œuvre du Satan. L'Église catholique est aujourd'hui maîtresse même des œuvres du Satan sur la terre. Et c'est ce mauvais comportement-là que vous voulez imposer à la politique en Côte d'Ivoire. C'est ce mauvais comportement-là que vous voulez incruster dans notre Côte d'Ivoire. Vous avez fait le choix de choisir des gens, s'ils ne sont pas de la religion catholique ou ne sont pas des chrétiens, ils doivent être forcément des ennemis. C'est ce que vous avez fait pour tromper les gens de la RDC sur les résultats de la présidentielle. C'est ce que vous aviez fait pour créer le génocide au Rwanda. C'est ce que vous aviez fait pour créer et devenir des financiers même de l'esclavage. C'est ce que vous aviez fait pour être les financiers de la traite négrière. Mais vous n'êtes pas encore fatigué de faire le mal parce que votre vrai maître, c'est le diable. Votre vrai maître, c'est le Satan. Et donc pour vous, le mal, là, c'est ce qui est normal. L'injustice, c'est ce qui est normal. Au point même de venir dire, c'est les malfaiteurs aujourd'hui qu'il faut encourager. Mais hier, là, quels sont les crimes qu'Alassane Ouattara avait commis? Quels crimes Alassane Ouattara avait-il commis pour qu'il puisse être retiré de la liste électorale? Mais vous ne vous posez pas cette question-là. Vous ne savez pas aussi que Dieu est à l'œuvre et que le temps de Dieu s'impose à chacun de nous. Vous n'aviez jamais espéré qu'un jour, un tel schéma se posera en face de vous. Et aujourd'hui, ce que vous aviez demandé hier, vous êtes incapable de le faire aujourd'hui. Donc la paix, là, c'est Alassane Ouattara qui doit créer les conditions de la paix. Mais Laurent Gbagbo aussi ne peut pas créer les conditions de la paix. Vous ne pouvez pas dire à Laurent Gbagbo, voilà ce que la justice dit. Vrai, là, il faut te retirer. Alors que hier, Alassane Ouattara n'avait commis aucun crime. On voulait l'ostraciser à cause de ses origines. Pourquoi tu es du Nord et pourquoi tu n'es pas musulman? Et donc, voici toute votre injustice qui est révélée à la face du monde. Et ce n'est pas sérieux. Et c'est ce que nous tentons de vous faire comprendre. Vous trouverez des personnes comme moi en face de vous qui vont résister et qui vont mettre votre fermeture au grand jour. Et on ne va jamais accepter cela. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci d'avoir remis les pendules à l'heure. Il faut que nous continuions à frapper avec nos messages, à toucher la conscience, à expliquer des manières les plus simples pour que les uns et les autres comprennent. C'est une société que nous voulons construire. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux individus. Et donc, quand un individu va à l'encontre des lois de notre société, elle doit savoir que les autres aussi, on doit les respecter en faisant appliquer la loi. Si vous pouviez nous démontrer que le retrait de ces personnes de la liste électorale est fait sur la base de l'injustice, vous trouverez avant vous-même des gens comme nous autres qui allons combattre cette injustice. Mais on ne peut pas continuer à favoriser une religion et à prendre l'injustice et à l'imposer à d'autres citoyens et espérer qu'on aura la paix et la stabilité. C'est cette malhonnêteté de l'Église catholique de Côte d'Ivoire que nous allons dénoncer et que nous n'allons plus laisser prospérer. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Je vais vous laisser là. Je vous dis vraiment merci pour les thématiques qui ont été évoquées. Et peut-être si vous avez 2 ou 3 mots pour finir, on va vous la laisser.
beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup le concurrent et nous vous souhaitons une excellente soirée avec toute la grâce de Dieu. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à notre voyage intellectuel et c'est Mère Sally Koné qui sera la dernière personne que nous allons prendre. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et on n'a eu que 2 participants aujourd'hui et donc on va se limiter à ça, on ne pourra plus prendre d'autres personnes encore et donc nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont voulu être dans le direct et merci, demain sera un autre jour et donc on va écouter Mère Sally Koné et on va fermer le direct après. Bonjour chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, toi. Dieu merci, tout va excellemment bien. Ah, et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Dieu merci. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous les EPV Facebook, bonjour à tous les EPV de TikTok. On va dire merci à Dieu aujourd'hui pour la séance de la voix du militant. Et vraiment qu'elle a agréé toutes nos prières. Hier, c'était la nuit du c'était nous de notre côté ici. Et je sais que certaines personnes aussi l'ont fait hier, donc tous ceux qui l'ont fait hier, vraiment qu'elle a vraiment agréé nos prières et vraiment qu'il nous aide à nous parfaire, qu'il nous aide à aller du côté de la vérité, qu'il nous aide vraiment à quitter dans le mal ce qu'il a interdit, vraiment qu'il nous aide à nous détacher de cela. Parce que l'être humain est un éternel pécheur. Voilà, nous sommes des éternels pécheurs et Dieu nous dit que lui, il est miséricordieux, il pardonne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais ceci étant, on continue toujours de le provoquer. Toujours on est dans la provocation avec Dieu. Oui, parce que quand tu n'es pas sur la vérité, ça veut dire déjà que tu es en provocation avec Dieu. Mais Dieu va te pardonner. Mais tu ne sais pas où il va arrêter de te pardonner aussi. Donc vraiment, que tous ces jeux nous aident à nous parfaire et à suivre la vérité. Et moi, j'ai dit aux Ivoiriens, oui, l'heure est venue pour la vérité en Côte d'Ivoire. L'heure est venue pour que nous puissions construire une nation de vérité. L'heure est venue pour qu'on puisse parfaire la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire elle-même, là, elle n'a pas été dans la vérité pendant très longtemps. Et ceci étant, c'est un peu difficile que ça disparaisse un coup. Mais on dit merci à Dieu. Aujourd'hui, nous avons les médias sociaux, nous avions les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous permettent aujourd'hui de connaître beaucoup de choses qui étaient cachées dans l'ombre, beaucoup de choses qui se faisaient avant même, qui n'étaient même pas faisables, qui n'étaient même pas se faire. Les vols de deniers publics, comment on appelle ça, le riche s'enrichit, le pauvre doit s'appauvrir, on doit mentir à la population pour être élu, tout ça là maintenant là. Dieu dit il est fatigué de ça. Oui, c'est pourquoi il a donné l'intelligence aux gens de pouvoir nous envoyer les réseaux, les médias sociaux. Aujourd'hui, tu ne peux plus mentir à quelqu'un. Si tu vas dans ta région, que tu l'aimes mal, ils vont venir te faire sortir ça après, te dire là-bas et partout. Moi, je trouve que c'est l'heure de la vérité et vraiment que Dieu nous aide à être dans la vérité et que Dieu nous aide à rester sur notre vérité. Déclaré hier, j'étais en train de parler seul. Quand tu as fini ton allocution après mon intervention, quand tu as rajouté, je ne savais pas que mon micro était fermé. Il a parlé seul. Voilà ce que je disais. Je disais à notre très chère sœur Yapo, Madame Yapo, que si tu vois qu'aujourd'hui le PDCI veut te rétablir, c'est parce que tu es dans la vérité. Ça veut dire que ton combat est noble. Et moi, si j'étais à ta place, je serais allé au bout. Pourquoi je serais allé au bout? Pas pour moi, mais pour la génération future. Pour que mes enfants demain ne subissent pas la même chose. Pour que ceci s'arrête en Côte d'Ivoire. Et Dieu, il y a toujours un départ pour quelque chose. Regarde Papa Ado aujourd'hui. Dieu l'a choisi pour qu'il montre, c'est le départ de la Côte d'Ivoire. On va dire la vraie Côte, la renaissance de la Côte d'Ivoire avec Papa Ado. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train de sortir, qu'on ne connaissait pas avant, que les gens pensaient que c'était normal. Déjà, c'était pas normal. Vous comprenez? Déjà, c'était pas normal, mais on a pensé que c'était normal. Pourquoi? Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, en Afrique, je vais dire, la justice là, c'est contre le faible toujours. C'est le pauvre là que la justice atteignait toujours. Mais aujourd'hui, avec Papa Ado, on est en train de voir que la justice est en train de taper où il faut taper. Voilà, c'est-à-dire que même si elle était mauvaise avant, mais actuellement où on est avec Papa Ado là, c'est avec lui-même on connaît un peu de justice. C'est avec lui qu'on est en train de connaître la justice. Et on doit encourager cette justice-là à faire son travail. Mais Madame Yapo, toi, tu t'en vas poser une plainte qui est tellement noble et que tu cites la rétive vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux que la justice dise demain? C'est-à-dire que c'est l'être humain même qui doit faire fonctionner la justice. C'est nous, on doit faire fonctionner la justice. On n'a pas dit de mentir sur quelqu'un. Mais quand tu sais que tu es dans le vrai, va au bout.
En tout cas, à ta place, c'est ce que je disais hier, mais mon micro était fermé. À ta place, je serais allé au bout. Ne pense pas à toi, pense à la génération future du PDCI. Pense aux enfants qui vont venir demain du PDCI. Il y a quelqu'un qui va se parachuter comme ça d'un jour de l'Europe et puis il va venir faire la même chose. Donc, il faut que ça s'arrête et il faut une nouvelle départ dans tout. Et je vous dis, la politique ivoirienne va changer de visage. Pourquoi? Même si la justice ne fait pas, les habitants, nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, on va aider la justice à faire son travail. Parce que dans les pays européens où nous sommes là, c'est la justice qui fait son travail. C'est la justice qui fait son boulot. C'est quoi vous voyez que chez eux, on dit les pays là sont bien au coup, on s'en va. C'est parce qu'il y a la justice, il y a les applications de la loi et le respect de la loi. Voilà pourquoi j'aime ce pays tant qu'on appelle les États-Unis. Oui, j'aime ce pays tant, pas pour autre chose, mais son application de justice. C'est ce qui fait que j'adore ce pays. J'adore ce pays parce que ici, tout le monde a le droit d'envoyer quelqu'un devant la justice si tu es dans tes normes. Mais la seule chose qu'eux ils te demandent, ce sont les preuves. Quand vous voyez chaque fois qu'un déclarant vous dit, je veux des preuves, je veux des preuves. Ici, c'est comme ça. Si tu t'en vas sans les preuves, tu perds. Il faut des preuves. C'est ça. Voilà pourquoi chaque fois quand il y a des gens disent des choses à l'éclaireur, il dit, est-ce que tu as les preuves? Parce que c'est la justice avec les preuves. La justice, ce n'est pas aller bouche à bouche, on va aller se défendre. Non. Tu vas ici en justice comme ça, tu payes ton cas. Même si tu as raison. Ils vont te demander quelles sont les preuves. Donc, madame, si tu as vraiment tes preuves, tu es dans la vérité. Si tu vois que le PDCI aujourd'hui cherche à te rétablir, c'est parce qu'ils savent que tu es dans la vérité. Ils ont peur de ce qui va sortir de là. Mais ma chérie, si moi je suis à ta place, je serais allé au bout. Je serais allé au bout. Parce que c'est ça qui est aussi, nous aussi les Africains. Quand on commence quelque chose, on ne termine jamais. Et après, on s'assoit, on se plaint, on dit que le pays là, il n'y a pas de justice. C'est nous-mêmes qui faisons qu'il n'y a pas de justice. Quand tu sais que tu as raison, va au bout. Va au bout de tes idées. Et avec ce que toi, tu vas, avec ta plainte que tu as là, ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va sauver beaucoup de personnes comme ça qui subissent impunité, qui subissent, comment on appelle ça, qu'on accuse des accusations. Tu comprends? Mais si tu vas au bout de tes idées, de ta plainte, ça va aider la Côte d'Ivoire même à aller en marche. Ton nom restera dans l'histoire. Tu comprends? Pour une bonne œuvre, pas pour un mensonge. Parce qu'il y a plusieurs manières de se faire remarquer dans la vie, soit par le mal ou soit par le bien. Mais toi, avec ce que tu es en train de faire, tu es dans la vérité. Donc moi, si ceci était toi, quels que soient les milliards que tu vas prendre, tu mourras un jour pour laisser ces milliards derrière. Si tu es dans la vérité, il faut chercher à sauver ce peuple ivoirien que nous sommes, ce peuple qui a tant subi, ce peuple, sinon, si vraiment il y a Tidiane Thiam, c'est qu'on est en train de parler aujourd'hui, si ça existait que Tidiane Thiam pouvait venir comme ça, se parachuter au PDCI, ou bien dire qu'il veut devenir président de la Côte d'Ivoire comme ça, il allait réfléchir 1000 fois. Et il y a combien de Tidiane Thiam qui sont encore en train de se balader dans le monde? C'est ça le problème. Et c'est ce qu'on ne veut plus. On veut que la Côte d'Ivoire soit une nation respectée de par la justice. On veut que la Côte d'Ivoire soit une nation où c'est la justice qui va amener le pauvre à avoir la paix et la sécurité, sa dignité. Où le pauvre n'aura pas peur d'aller traduire un riche en justice parce qu'il a raison. Vous avez compris? Donc, si vous n'aboutissez pas à votre place, à une manière de dire que toi aussi, tu acceptes les magouilles qui se passent là-bas. Voilà, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Quelque chose que tu ne peux pas continuer, il ne faut pas commencer. Surtout quand tu es dans la vérité. Madame, moi je t'encourage, chère sœur, je t'encourage, je sais que tu es une sœur, je t'encourage à aller au bout de tes idées. Parce que tu es dans le vrai, tu es dans la vérité. N'aie jamais peur de dire la vérité quand tu as la vérité. Regardez notre papa Ado. Papa Ado savait qu'il était vrai. Papa Ado savait que son amour était vrai pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a tant subi, il a accepté tout ce qu'on lui a fait. Parce qu'il s'est dit que tout ce que les gens racontent, moi je ne vois pas quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Si tout cela aimait la Côte d'Ivoire, ils auraient posé des pieds, mais ils n'en ont rien fait. Et c'est ce monsieur-là qui est venu transformer le visage de la Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur-là aujourd'hui qui est en train de chercher à coudre le tissu social. On dit c'est facile de détruire, mais très difficile de construire. C'est ce qui se passe actuellement avec les Ivoiriens. Oui, c'est parce que Papa Ado, c'est un musulman, c'est le problème qui est là aujourd'hui. La plupart des gens qui ne l'aiment pas là, c'est tout leur problème qui est là. C'est un Djoula, c'est un musulman. Mais c'est ce Djoula, ce musulman-là qui a montré son amour pour la Côte d'Ivoire. C'est ce Djoula, ce musulman-là qui est aujourd'hui en train de donner la paix à toi, tes parents, toi qui dis que tu ne l'aimes pas. C'est ce musulman-là aujourd'hui qui donne l'eau dans le fin fond de ton village à tes parents. C'est le musulman-là aujourd'hui qui donne l'électricité à tes parents au fin fond du village, qui arrive aujourd'hui à avoir des congélateurs, des réfrigérateurs chez eux, qui arrive à conserver aujourd'hui leur alimentation. C'est ce Djoula, ce musulman-là qui l'a fait. Sinon, vous étiez là, vous n'avez rien fait. C'est le premier Djoula de la Côte d'Ivoire qui est à la tête de la présidence. Tout était à Boussoumani. Combien de Boussoumani on fait quoi? Moi, je ne compte pas Papa Oufé. Papa Oufé, c'est lui qui a débuté notre pays. Donc, lui, je ne le compte pas. Mais je parle de tous ceux qui sont passés derrière lui là. Il y a eu quel Djoula dedans? C'est le seul Djoula. C'est le seul monsieur qui a montré son amour pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous disons qu'on ne va pas laisser ces religieux bandits là venir détruire notre pays. Il n'y aura pas de guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Ça ne réussira pas, ça ne prospérera pas. Parce que l'Ivoirien, nous-mêmes là, on est déjà. Oui, l'Ivoirien là,
On est très différents des autres pays parce que nous, on n'est pas analphabètes. On ne va pas à l'école, mais on parle français. On ne va pas à l'école, mais on a le discernement. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas nous amener une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. C'est vous-même que Dieu va abattre parce que vous avez assez menti à la politique. C'est vous avec votre éternel des armées. C'est pas l'éternel des armées des vrais chrétiens. Vous, votre éternel des armées diaboliques, c'est avec ça que vous avez déchiré la Côte d'Ivoire. C'est avec ça que vous avez envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Et Dieu ne permettra plus ça. Oui, nous prions toujours pour notre pays, pour que tous ceux qui veulent la chienlit en Côte d'Ivoire, que la chienlit de Dieu même les abatte. Et en ces grands fins de jour de Ramadan, nous prions fort pour cela. Et que Dieu fasse que tous ceux qui veulent la déchirer de la Côte d'Ivoire, que la colère de Dieu s'abatte sur eux et laisser les Ivoiriens se reconstruire. Vraiment, l'éclaireur, merci beaucoup, je m'arrête là. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Papa, de tous ceux qui l'entourent, et que Dieu te protège toi-même, l'éclaireur, toujours, pour toutes ces vérités, pour toute cette conscientisation que tu nous dois. Mon français commence à venir, l'éclaireur, t'as vu ça, non? Conscientisation. Conscientisation. Sinon, l'éclaireur, je n'ai pas dit que franglais bientôt en Côte d'Ivoire. C'est notre langue, c'est quand on rentre dans ces franglais, on parle. On dit le quartier des gens de franglais, là. Vraiment, professeur, que Dieu te protège toi-même, que Dieu protège tous les EPV. Vraiment, merci à tous et merci pour le combat. Merci infiniment aux frères, au combattant Sundiata pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il est sur le terrain. Moi, quand quelqu'un sur le terrain parle la même, ça me plaît comme ça. Parce que c'est lui qui connaît les réalités qu'il vive en Côte d'Ivoire. C'est mieux que nous, parce que nous, c'est de temps en temps, on n'y part. On n'a pas le choix. On a choisi de venir chez les Blancs. Donc, on fait comment? C'est ça, mais on est dedans quand même. Ça va aller. Merci les frères, je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Merci encore de tout ce que vous avez dit. Des choses qui sont tellement concrètes. Et j'aimerais dire ceci, c'est un sage qui nous disait cela. Il disait que lorsque vous avez compris le pouvoir des mots, vous ne direz plus n'importe quoi. Après, le même sage nous a aussi dit qu'une fois que vous avez compris le pouvoir de vos pensées, vous n'allez plus penser à n'importe quoi. Et le même sage aussi nous a dit pour finir qu'une fois que vous avez compris le pouvoir de votre présence, vous n'allez plus rester avec n'importe qui et n'importe où. Il nous a dit la conclusion. Chacun doit connaître la valeur qu'il ou elle a. Et c'est très important. Quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même. Et c'est important. Vous avez parlé aussi des dirigeants. Et je vais terminer par une histoire sur Moshe, celui que beaucoup appellent Moïse. Lorsqu'il était en Égypte, dans ses causeries avec Dieu, parce que tout le monde peut causer avec Dieu, tout le monde. Il dit, mais comment tu vas faire pour détruire le pharaon quand tu sais que moi, tu as fait de moi un prophète? Mais on lui parle, il ne veut pas comprendre. On lui parle, il ne veut pas changer. Dieu lui dit, mais pour une vie d'homme, toi tu es pressé, mais avec moi, ce que j'ai dit, je le fais. Et parce que ce que j'ai dit, c'est kun fayakun. Mais les musulmans interprètent très mal le mot kun fayakun. Le kun fayakun ne veut pas dire soit et soit en même temps. Non. Ça veut dire lorsque nous avons décidé qu'un processus s'enclenche, rien ne peut rien ne peut empêcher son accomplissement. Exemple, le mot a été utilisé lorsqu'on a demandé à Noé de construire l'arc. Mais ça a pris combien de temps? Est-ce que ça s'est fait automatiquement? Non. Dieu n'est pas pressé. Lui n'est pas dans le temps. Il n'est pas pressé. Et Moïse lui dit, mais ça fait du temps quand même, bon Dieu. Et alors que c'est toi-même qui m'as envoyé. Mais en même temps, tu prends tout ton temps. Et ça risque de tout gâter dans l'affaire. Et il était tellement imbibé dans la question. Quand il va aller à la montagne pour se retirer, Dieu lui dit, bon, la question que tu m'avais posée là, tu te souviens, non? Que c'est quand je vais détruire le pharaon là. Je t'ai dit, je ne t'ai pas dit le jour, je ne t'ai pas dit l'heure,
mais je t'ai donné le comment. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu avais dit que tu allais le détruire par l'eau. Ok. Alors que ce n'était pas ta question, mais j'avais répondu par anticipation. Tu vois comment moi je maîtrise le temps? Je sais ce qui va se passer et je ne laisse personne s'imposer à moi. Je fais ce que je veux. Tu m'as demandé, c'est quand le pharaon sera détruit. Je t'ai dit, il sera détruit par l'eau. Comme tu t'es impatienté là, je vais maintenant aujourd'hui te donner la réponse à ta question. Là, comme ça, là, tu auras toute la... Le jour que Pharaon va arrêter d'être généreux, c'est ce jour-là qu'on va finir avec lui. Le jour que Pharaon va arrêter d'être l'espoir de ton peuple, c'est ce jour-là qu'on va arrêter sa vie sur terre. Et Moïse redescend et il constate que le Pharaon, dans son palais là, chaque jour là, tout le monde vient manger, sauf si tu n'as pas pris tes 2 pieds par là au palais. Sauf si tu n'as pas pris tes 2 pieds pour aller au palais. Tout le monde mange. Dieu dit, tant que quelqu'un fait du bien là, je ne l'abandonne jamais. Et donc pour que le pharaon puisse tomber là, il faudrait qu'il coupe la ration. Ce qu'il donne aux autres gratuitement pour les nourrir là, il ne peut pas être en train de nourrir des vies humaines. Chaque vie est une représentation de Dieu et puis moi je vais lutter contre ça. Il dit voilà pourquoi je lui laisse le temps de faire cela. Et tant qu'il va continuer à nourrir son peuple, à nourrir même vous les Juifs, je n'aurai pas de raison de m'en prendre à lui. Mais figurez-vous qu'avec le temps, les rations commençaient à diminuer et les plats devenaient très rares et les populations qu'il nourrissait ne pouvaient plus. Moïse a compris que le temps du déclin du pharaon arrivait. Et figurez-vous, le jour de la noyade du pharaon, il n'a même pas pu tuer plus de 2 brebis pour mettre ça sur sa propre table. Ça veut dire le bien qu'il faisait, il avait arrêté. Et c'est ça la vie. Et je dis ça pour conseiller nos dirigeants. Parce que nul n'est suffisamment grand au point de ne pas être conseillé. Non, en réalité, nous ne pouvons pas donner de conseils au président Ouattara. Il a l'expérience de la vie, il a plusieurs types d'expériences. Mais nous demandons à nos dirigeants de rester justes. Et tant que le président Ouattara sera un homme juste, il a dégagé le développement et propagé ça dans toute la Côte d'Ivoire. Tant qu'il aura un cœur qui va servir les Ivoiriens, sans faire de distinction de religion, sans faire de distinction d'ethnie, Dieu ne pourra pas trouver les arguments pour l'abandonner. Ouattara n'est pas fort parce qu'il est simplement fort ou intelligent, mais c'est parce qu'il est dans la grâce de Dieu. Et je ne le dis pas parce que quand les gens sont au pouvoir, beaucoup parlent de belles paroles pour impressionner. En toute honnêteté, tant que Dieu nous donne la santé et que nous pouvons nous battre, nous n'avons pas besoin d'impressionner des dirigeants. C'est un devoir de vérité et un devoir d'honnêteté qui nous amène à dire cela. Et aussi à conseiller les pouvoirs pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais l'être humain oublie. Quand il se retrouve dans une nouvelle condition, il oublie sa première condition. Qui parmi nous savions, lorsque nous étions des embryons, combien peuvent se souvenir de cela? Combien peuvent, dans leurs vieux jours, se souvenir de leur jeunesse? L'être humain, par nature, est oublieux. Il oublie. Et quand tu viens tomber dans le bonheur, tu oublies le malheur. Et quand tu es dans le malheur, tu penses qu'il n'aura plus le bonheur. Et c'est pourquoi, comme disait Nicolas Machiavel, le bas peuple aussi sait ce qu'il doit savoir sur le dirigeant. Et c'est au nom de ces réalités-là. Est-ce que c'est une grâce ou c'est une chance? Mais nous ne sommes pas dans la bulle du pouvoir. Et nous pouvons dire des conseils et aussi dire à nos dirigeants quand ils sont mauvais, autant nous le dirions, nous devrions aussi être capables de leur dire quand ils font du bien, de leur dire vous êtes sur la bonne voie. Et le président Ouattara est sur la bonne voie. C'est quelqu'un qu'il faut soutenir.
Nous ne le soutenons pas parce qu'il est du Nord. Nous ne le soutenons pas parce qu'il est musulman. Nous le soutenons parce qu'il ne fait pas des religions. Il ne fait pas des ethnies une marque déposée. Nous le soutenons parce que c'est un dirigeant juste. Et tant qu'il sera juste, Dieu n'aura pas de raison de l'abandonner. Et que la plus grande barrière du président Ouattara, c'est la barrière qu'on appelle Dieu. Et Dieu, c'est dans la vérité. Dieu, c'est dans la justice. Dieu, c'est dans l'équité. Et nous prions pour que le président Ouattara puisse continuer à agir de cette façon-là. Pour que le jour qu'il ne sera plus dans la politique, ni les hommes ni Dieu n'aient pas assez de choses à lui reprocher. Puisque nul n'est parfait. Mais humainement parlant, quand tu as fait ce que tu devrais faire, ton jugement, il est clos. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère, à vous-même. Quand je vois des petites âmes que nous sommes, chaque jour, nous nous levons. Nous venons ici. Nous prenons le risque de parler. La parole est très dangereuse. La parole est très vénéneuse. Et être capable de se déterminer dans la parole, ce n'est pas permis à tout le monde. C'est un gros risque que nous prenons. Mais nous le faisons par un devoir de vérité. Nous ne le faisons pas pour demander la volonté de puissance. Nous ne souhaitons pas et nous ne demandons pas que quelqu'un puisse être le dominateur des autres. Nous demandons simplement la justice. Nous demandons simplement l'égalité entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nous demandons simplement que chaque être humain, quel qu'il soit, puisse vivre dans sa dignité et puisse être respecté en tant qu'un être humain, tant qu'il n'a pas enfreint aux lois de sa république ou de sa nation, que la terre soit un refuge pour toute l'humanité. Voilà ce que nous exigeons. Et nous n'allons jamais reculer, parce que c'est en cela que nous croyons. C'est en cela que nous croyons. Mais ceux qui ne connaissent pas notre capacité de détermination pensent que ce sont des mots que nous plaçons et après on s'en va. Mais vous ne savez pas et vous ne pouvez pas imaginer combien d'actions concrètes nous posons en arrière-plan. Et souvent on n'en parle pas. Souvent on n'en parle pas. Mais nous sommes d'abord des hommes d'action avant d'être des hommes de parole. Nous sommes des femmes d'action avant d'être des femmes de parole. C'est ça, la classe éclaireur pro-vérité. On pose beaucoup d'actions. On n'en parle pas. Parce que le monde, quand tu dis trop ce que tu fais, on dira que tu es arrogant et orgueilleux. Mais nous n'allons pas écouter le monde. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Chère mère, merci beaucoup. C'est ici que va prendre fin le voyage intellectuel du jour. On va vous laisser faire la conclusion comme c'est dans nos habitudes. Dire merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Que Dieu nous accorde ses grâces et toute sa clémence. Et chère mère, vous avez le mot de la fin. Merci, professeur. Merci infiniment et merci pour ce que tu viens de dire. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Voilà, vraiment, je sais que vraiment, il y a beaucoup de cahiers qui sont ouverts et plein aussi sont en train de se remplir. Merci à toi. Merci pour tout le combat que tu fais. Merci pour tout le boulot que tu fais. Ainsi que tous ceux aussi qui viennent prendre la parole ici pour intervenir. C'est parce que nous tous, nous avions le même objectif commun avec le Prado, qui est la suivi de la nation ivoirienne. Voilà, si ce n'est pour ça, on ne serait pas là en train de parler. Comme tu le dis toujours, nous sommes hors de la côte de l'Afrique. Nous sommes hors de la Côte d'Ivoire. On pourrait dire on s'en fout. Mais l'éclaireur, quand tu sais que tu aimes la vérité, tu ne peux pas voir le mensonge et puis aussi te taire. Dieu aussi donne cette force à certaines personnes de pouvoir se déterminer. Et je crois que c'est ce que tu es. Et avec toi aussi, Dieu a fait que tu as attiré autour de toi aussi ceux qui sont comme toi. Vraiment que Dieu nous garde longtemps ensemble et que Dieu nous laisse toujours sur la voie de la vérité, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que Dieu continue d'avoir sa main sur notre très cher Prado. Parce que c'est lui qui nous a montré qu'il aime les Ivoiriens. C'est lui qui nous a montré qu'il veut vraiment que la nation ivoirienne puisse suivre bien dans le bien jusqu'à la fin du monde. Et vraiment, nous prions pour ça. Et que Dieu continue de le bénir, Dieu continue de le protéger, de lui donner la santé ferme. L'âge n'a pas de santé. La santé n'est pas l'âge. Voilà, quelquefois, il y a des gens qui ont 5 ans et puis ils sont très malades. Il y a des gens qui ont 10 ans, il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans, ils sont très malades. Mais il y a des vieux, là, quand les voix, ils sont en forme. Donc, la santé n'a pas d'âge. Que Dieu donne santé de faire à notre très cher Papa Prado, et que Dieu protège tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux aussi qui lui permettent de pouvoir exercer. Parce que le président n'est pas seul. Voilà, c'est une équipe qui lui permet de pouvoir travailler.
Si cette équipe n'était pas autour de lui aussi, l'éclaireur, ça allait être très difficile pour lui de travailler. Et cette équipe, nous prions pour que Dieu ait sa main sur eux, que Dieu les protège. Demain, c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan. Et vraiment, tous chers musulmans qui jeûnaient, priez fort pour le pays, prions fort pour le pays. Rien ne vaut la prière. La prière, c'est une âme invisible, mais très puissante, qui n'échoue jamais. Donc, prions pour notre pays et que Dieu continue de protéger la Côte d'Ivoire et que Dieu sème encore la cohésion sociale qu'on avait entre les Ivoiriens. Que Dieu fasse qu'on s'aime entre nous et que Dieu vraiment s'abatte sur les ennemis de la cohésion sociale. Que Dieu s'abatte sur les ennemis de la vie paisible de nos parents en Côte d'Ivoire. Que Dieu s'abatte sur les ennemis qui n'aiment pas voir la Côte d'Ivoire évoluer avec ce bon monsieur que Dieu nous a donné, Papa Ado. Merci l'éclaireur, merci à tous les EPV, merci côté Facebook, merci côté TikTok, que Dieu continue de nous garder dans ses grâces. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Puisse Dieu nous permettre d'être des symboles durables de la dignité et de la résilience. Excellente soirée à chacun et à chacune. Merci, amen.